Oui, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre Saint-Onge, tout nouveau prof ici depuis l'automne, mais quoique j'enseignais à l'école d'art depuis 2012 en tant que chargé de cours. Mais c'est ça, quoique pour moi l'enseignement est une vocation et pas seulement un emploi, je suis quand même d'abord et avant tout un artiste. Je me qualifie souvent de performeur sonore, c'est-à-dire étant à la fois performeur, artiste sonore, musicien expérimental, donc tous des domaines dans lesquels je suis comme actif professionnellement depuis plus de 20 ans. Mais ma démarche est profondément transdisciplinaire ou multidisciplinaire, voire interdisciplinaire, whatever you want to call it. Et j'ai produit donc autant des installations que des œuvres sonores, que des vidéos, que des textes expérimentaux, etc., etc. Et je m'intéresse, je dirais, particulièrement à ce que j'appelle la transformation du corps performatif à travers ces médiations sonores, certes, mais aussi visuelles, textuelles, etc. Et à ce que j'appelle la saisie en acte de l'imprévisible et des contingences émergentes à travers l'acte performatif. De là, le titre de ma conférence aujourd'hui, Prophétie des contingences émergentes, avec un sous-titre Expérimentation, amour, transformation. Je vais revenir sur ces termes à différents points de ma conférence. Mais donc, prophétie des contingences émergentes, dans la mesure où ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de suivre les lignes de bifurcation, les choses imprévisibles donc, qui émergent et comment, par une saisie en acte, cela me guide à des choses qui défient mes intentions initiales. Fait que moi, ce qui m'intéresse, en général, c'est que je suis dans une écoute attentive, de ce qui émerge du processus lui-même, quitte à faire le deuil constamment de mes intentions initiales pour me diriger constamment ailleurs. Et mes nouvelles pièces sont toujours, dans le fond, inspirées de ces lignes de bifurcation des pièces antécédentes, voire même des erreurs. Donc, je suis les erreurs, les échecs, etc., etc., etc. Et pour moi, je tiens à vous dire d'emblée que aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, c'est à quoi je pense, dans le fond, quand je crée. Et ce qui émerge donc de mon processus, mais ce n'est pas des choses pour moi qui sont nécessairement des clés d'interprétation ou qui sont nécessaires à connaître pour avoir accès à ce que je fais. Pour moi, peu importe votre bagage culturel, personnel, etc., vous pouvez les lire sans connaître mon histoire, l'histoire de l'art ou mes concepts. Donc aujourd'hui, je vais vous dire plusieurs choses auxquelles je pense ou qui émergent de mes processus, mais je tiens à souligner que ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est comme une deuxième performance. Les choses, pour moi, qui émergent de mes processus sont des créatures hermétiques et autonomes, et qui sont autonomes aussi de mes intentions, puisque ce qui m'intéresse aussi, c'est de jamais tout à fait comprendre ce que je fais et d'être à l'écoute du matériau lui-même. Donc, je dirais que l'acte, comment je dirais ça? L'acte précède toujours la signification, c'est-à-dire la signification émerge donc du faire et arrive pendant le faire ou a posteriori, c'est-à-dire par une analyse, par exemple, de ce que j'ai fait. Donc, je fais des choses, après je les analyse, j'écris des textes, je réfléchis, comment je me suis senti, etc. Et par rapport à ça, ça crée certains concepts qui me dirigent ailleurs et après, ça s'en va ailleurs, c'est cet ailleurs-là qui m'intéresse, etc. Donc, c'est pour ça que je parle de la prophétie des contingences émergentes qui sont constamment saisies en acte dans mes processus. Bon, voilà. Pour d'ailleurs clarifier aussi ce que je veux dire, c'est qu'une des méthodes structurelles principales dans ce que je fais, c'est l'improvisation. Donc, l'improvisation, c'est depuis 20 à 25 ans, je dirais, le fil rouge au niveau de ma méthode. Donc, en improvisation, bien entendu, on travaille à partir d'un bagage, à partir de quelque chose qu'on a fait, qu'on a déjà fait, etc. Mais il y a toujours de l'imprévu. Et ce qui nous intéresse, en tout cas pour moi, c'est de voir comment je saisis en acte ces événements imprévisibles-là. Un des premiers projets que je vais vous présenter, c'est un projet en cours. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter... Je vais vous présenter plusieurs projets, mais c'est essentiellement les projets qui sont en cours ou en développement ou qui sont assez récents.
Et l'improvisation était centrale d'ailleurs pour ce projet-là, un 11 qui se termine en fait demain. Fait que quand j'ai eu l'invitation pour le Mars de la maîtrise, j'étais comme ah, c'est super, c'est le 10 mars, c'est exactement la dernière journée, mais c'est la journée juste avant, donc la fin de ce processus-là. Fait que je trouvais ça intéressant de le partager avec vous. Donc, un processus qui s'est entamé le 1er janvier, donc 2020, et qui s'étendait sur 11 semaines jusqu'au 11 mars. Un projet sur, comme on le voit au niveau graphique, sur le bégaiement du 1. Donc, un 11. Un projet aussi que je dis qui porte sur le hors-champ. Je vais vous expliquer un peu ce que j'entends par là dans quelques instants. Mais donc, projet sur 11 semaines qui consiste à présenter à tous les mercredis une performance de 11 minutes à 11h11. Donc, donc des présentations de performances, des vidéos performances en fait, présentées en ligne, qui durent 11 minutes et dont le processus est le suivant. Je vais vous expliquer un peu, je dirais, la procédure, puisque, comme je dis, les concepts émergent à travers l'improvisation, mais il y a un dispositif conceptuel qui est là a priori, c'est-à-dire, je donne des cours de pratique performative le lundi matin. Après mes cours de pratique performative étant dans l'énergie performative, ayant vu des travaux stimulants de mes étudiants et étudiantes, avoir montré des pièces que j'aime beaucoup, je crée, dans le fond, une improvisation dans mon bureau. Je vais dans mon bureau, j'improvise avec les éléments qui sont présents, c'est-à-dire autant, comme vous allez voir, un fil Ethernet qui est tombé à terre, qu'une feuille de papier, que des tie wraps qui sont tombés du ciel, bien entendu qui attachaient les néons. Ils ne sont pas tombés du ciel, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, mais ils étaient là, ils attachaient des choses, je les coupe avec des exactos, etc. Fait que je fais différentes actions dans mon bureau. Je tiens à souligner que c'est un projet d'habitation de mon bureau, puisque une chose qui est très importante dans mon travail aussi, c'est la ritualisation et les rites initiatiques. Et pour moi, je vais vous parler d'un autre projet d'habitation de mon appartement un peu plus loin, mais ça consiste vraiment à habiter mon bureau à toutes les semaines pour en fait faire évoluer cet environnement-là dans lequel je vais habiter pour quelques années, je l'espère. Donc, je fais une performance furtive, donc une improvisation, comme je disais, avec Whatever is There. Et là, en fait, je prends une photo de l'artefact qui est créé par cette action-là. Cet artefact-là, je prends donc une photo de l'artefact, donc c'est une performance furtive, donc je ne documente pas l'action performative en soi, le geste, mais seulement le résultat du geste en artefact. Cet artefact donc, est pris en photo, devient une espèce de portrait sous fond du paysage de mon bureau, ça devient une image fixe, une photographie qui devient en quelque sorte la partition de la pièce. Donc après, j'apporte cet artefact-là dans mon appartement à Limoilou, où j'ai un studio vidéo. Et là, cette image fixe que je diffuse en ligne se superpose une image en mouvement. Et l'image en mouvement consiste donc à mettre en mouvement cet artefact en relation à une action qui se passe en hors-champ de la caméra. Donc, on ne voit pas mon action performative, mais on perçoit les mouvements de mon action performative sur cet artefact, comme par exemple ici, on voit ici une des tactiques que j'emploie qui consiste à mettre un fil entre mes dents qui est attaché, par exemple, à l'artefact. Et donc, mes mouvements, lorsque je parle, bougent la patente, l'artefact. Et là, ça le met en mouvement derrière l'image fixe pour créer donc pour dynamiser donc cette image fixe-là. Ce que j'appelle aussi déjà une forme de bégaiement. Je vais revenir sur la question du bégaiement dans quelques instants. Donc, voilà, il y a ça. Et toujours une voix en hors-champ, improvisée, qui essaie de témoigner des concepts émergents, mais d'une manière plutôt poétique, mais parfois est toujours détournée pour résister à un sens qui deviendrait trop clair. Parce que, il y a toujours un mode de résistance chez moi sur la clarté. Donc, je vais vous montrer un extrait ou des extraits de quelques expérimentations, puis après, je vais revenir ou commenter pendant le processus. Ici, donc...
Donc là, vous voyez aussi le fil Ethernet qui est avec tous ces fils ici qui sont en hors-champ entre mes dents. Donc en ce moment, je bouge ma bouche et c'est ça qui fait bouger l'objet. Je me demande comment lire entre les lignes. Donc là, ce qu'on entend, donc en arrière-fond, c'est des sons que je fais en hors-champ avec l'artefact qui a été inséré dans mon bureau. La peur, ça va faire tout le temps. Déjà, la dernière, sous, sous l'oreiller, slackline, slack, slack, la. Donc, ce qui a émergé de ça, c'est lorsque je tirais assez fort sur le fil, c'est que je me suis imaginé faire du slackline, c'est Plaine d'Abraham. C'était un running gag aussi avec des amis cet été, dire ah, tu vas déménager à Québec, tu vas pouvoir faire du slackline, c'est Plaine d'Abraham. Ouais. Et, et tu vois, c'est des sortes de choses comme ça hein, que je réfléchis lorsque j'improvise. Et des fois, c'est drôle, des fois, c'est ridicule, des fois, ça peut être limite à être... Des fois, c'est presque intelligent. Mais c'est plutôt rare pour ce projet-là. Parce que dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est de voir de travailler à partir de la plasticité psychique et de voir quel type d'hallucination est produit. J'appelle cette machine-là, pour moi, les images superposées comme une espèce de machine oraculaire, c'est-à-dire, j'essaie de voir ce que les images me disent et je dis pas mal la première chose qui arrive, mais des fois, je résiste au sens et parfois, si je trouve ça trop direct, etc., je me détourne. Donc, il y a quand même c'est ça en improvisation qui est intéressant, c'est cette tension-là entre une intentionnalité et quelque chose qui défie notre intention. Je travaille toujours comme ça. Là, dans cette... dans, au début, donc, il y avait une tension, comme je voulais dire aussi, que la voix, souvent, est soit une voix omnisciente ou des fois, la voix devient une musique dans le background.
etc. Donc, la voix aussi entre, pour moi, ce que j'appelle un portrait versus un paysage. C'est un peu la même chose au niveau de l'artefact et le background. Et si, au tout début, c'était plutôt organisé, vers le milieu du processus, il y a comme une déshiérarchisation de l'image, où l'image devient de plus en plus chaotique, et je trouve ça de plus en plus difficile, et je trouve ça intéressant. Et aussi, c'est quelque chose qui sortait de l'individualité pour moi, parce que là, c'était une collaboration, en fait, avec Philippe, qui m'a présenté tantôt, quelqu'un que je dirige à la maîtrise, qui, après une de mes rencontres, a laissé un objet furtivement dans mon bureau que j'ai découvert. Puis là, je me suis dit, ah, c'est le temps d'ouvrir vers la communauté, en fait. La communauté des objets, la communauté de mes étudiants, étudiantes, ma communauté psychique aussi, neuronale, etc. Donc là, j'ai travaillé à partir de ça. Et ce qui m'intéresse aussi par rapport à cette question du bégaiement du 1, c'est justement ce qui m'intéresse dans ce projet-là, c'est toujours de sortir, essayer de fragmenter mon identité au maximum, autant à travers des processus hallucinatoires au niveau de lâcher prise à travers l'improvisation, puis pas avoir peur justement de faire aussi des niaiseries parfois. Je trouve ça important, en tout cas pour moi, d'avoir du plaisir en fait. Et aussi travailler à partir le bégaiement, la question de jouer à partir de tous les problèmes techniques aussi qu'une telle transmission peut amener, comme donc des problèmes de délai, souvent des problèmes de délai entre, par exemple, le son, l'image, la superposition. Des fois, vu que j'ai un ordinateur qui diffuse, mais j'ai toujours deux moniteurs aussi, ben, c'est intéressant de voir que la transmission n'a pas le même rythme. Donc, parfois, je mettais le son d'un ordinateur autre qui diffusait, qui captait, et on l'entend en background. Fait que je jouais avec les délais, les défectuosités techniques, tout ce qui m'échappe et tout ce qui est, par contre, une analyse propre du médium de la transmission en live stream, en l'occurrence ici sur YouTube. Et pour revenir à cette question de la déshiérarchisation de l'image et de la forme, c'est tranquillement donc l'arc général est allé tranquillement vers quelque chose de plus chaotique pour revenir vers quelque chose de plus harmonieux. Donc, des fois, c'était plutôt violent, des fois plus harmonieux, pour tranquillement se résoudre vers un état de transformation. Comme là, je vais mettre un peu de son. Donc, des fois, des choses un peu plus aériennes. Et quand je pensais à ça, c'est que ce qui m'intéresse dans mon processus, et comme je dis, là, je vous explique à quoi je pense pendant le processus, parce qu'a priori, je n'avais pas d'autre intention que ce que je vous expliquais avant de vous montrer les vidéos. C'est-à-dire, c'est un dispositif et conceptuel, et technique, et performatif. Et après, toutes les idées que je vous parle ont émergé vraiment du processus. Ce n'étaient pas des choses qui étaient là a priori. Et j'ai vu dans cette structure une espèce de une longue descente aux enfers déstructurante pour assumer une renaissance. Parce que dans mon processus, en général, autant dans ma vie que dans mes œuvres, je procède souvent comme ça. C'est-à-dire, pour assurer une renaissance, une création, il faut que je passe par une autodestruction, une destruction, voire une mort, une descente aux enfers. C'est constant dans ma vie. Et donc, j'ai vu ça arriver dans le processus aussi. Et étonnamment, ce que je trouvais drôle, c'est comme c'est aussi à l'écoute des contingences émergentes. Juste avant le moment que je vous ai présenté, juste un peu plus tôt, au niveau de la déstructuration, de la déshiérarchisation de l'image, Richard Martel est venu dans mon cours et a fait une citation qui m'a donné, puis je me suis dit, cette citation va devenir un peu la structure à partir de maintenant. C'est-à-dire jusqu'à la moitié du processus, on va à peu près autour de la 5e, 6e expérimentation. Et je me suis dit, là, j'ai une idée pour l'arc général. C'est juste que là, je me rendais dans le chaos, puis je me suis dit, là, il est temps que je réfléchisse à quelque chose pour mettre de l'ordre dans mon processus. Et sa citation, Richard Martel, c'était « Un cercle dont le centre est partout et sa périphérie nulle part ». Il n'a pas nommé de nom, mais là, après mes recherches, je me suis dit, c'est super intéressant, mais c'est qui? Je suspecte que c'est une citation de Giordano Bruno, qui est « L'univers n'est que centre, ou plutôt son centre est partout, sa circonférence n'est nulle part ». Puisque je sais que Richard Martel est très influencé par Giordano Bruno. Mais il y a aussi Blaise Pascal qui disait « C'est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part ».
ou encore la préface de Mademoiselle de Gournay aux Essais de Montaigne. Trimégiste, y est-il dit, appelle la déité cercle, dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Puis là, je me disais, OK, donc le centre, la cinquième expérimentation, c'est sûr que là, c'est 11, donc le 5 et le 6, c'est entre le 5 et le 6, le centre. Mais je trouvais intéressant de prendre le 5 comme centre non central, c'est-à-dire déjà un centre qui tranquillement s'en va vers sa périphérie. Et après, par analyse de la quatrième, là, j'étais là en miroir, en fait. La quatrième, la troisième, la deuxième, la première. Je dis, si la quatrième, c'était la périphérie et nulle part, mais il est présente ailleurs en hors-champ, parce que dans la quatrième, en fait, j'utilisais des objets qui étaient en hors-champ qu'on ne voyait pas. Je me suis dit, pour la sixième, je vais aussi me baser sur ce principe-là. Fait que j'ai fait une structure en miroir qui est propre aussi à la musique sérielle que j'ai déjà étudiée, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est la musique sérielle. Et après, donc, le troisième, ce que j'appelle le symbolisme non discursif et les hallucinations pragmatiques. Donc, je me suis inspiré de ce que je voyais là. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Si vous avez des questions là-dessus, j'avais tout un passage sur la distinction entre les symboles non discursifs, représentationnels versus discursifs représentationnels chez Suzanne Langer. J'ai décidé d'enlever ce passage-là qui était trop théorique pour ma présentation aujourd'hui. Je vais rester plus proche de mon travail. Et les hallucinations pragmatiques, mais ça, je vous en ai déjà parlé. C'est dans le fond, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que je vois, sans nécessairement, c'est dans mon utilisation hallucinatoire de ce que je vois qui m'intéresse et non pas nécessairement à ce que c'est. Et après, donc, la deuxième, c'était ce que j'appelle l'éloignement formel, c'est-à-dire au niveau de la forme, une espèce d'éloignement, comme tantôt ce qu'on a vu avec la voix. Ah, c'est comment la voix haute, plus je vais haut, plus je me retire du microphone et plus l'objet se déplace et s'éloigne au niveau de la forme. Fait que c'était des expérimentations qui se basaient sûrement sur un éloignement d'un objet à partir du centre vers sa périphérie, pour finalement, du 1 à la 11, l'arc général, dans le fond, de ce corpus-là, c'est la transformation. Et donc, un long processus de transformation qui, pour moi, je le souligne à grands traits, puisque je dirais que la transformation, c'est avec le rituel et le rituel initiatique, c'est pas mal, c'est pas mal une des choses les plus importantes dans mon travail avec l'idée de la saisie en acte de l'imprévisible. Je dirais, cette triangulation-là, c'est une bonne synthèse de ce que je fais pour décrire ce que je fais, autant au niveau théorique, pragmatique, etc. Donc, quand je vous dis, c'est justement des éléments auxquels je réfléchis. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça quand vous regardez le truc, mais ça vous donne d'autres clés d'interprétation. Mais même moi, je ne les savais pas, hein, je les découvre. Je les découvre au fur et à mesure. Donc, le rapport à la voix que vous avez entendu, hein, qui est quand même assez important ici, ça, c'est pour ce qui suit. Parce que dans ce cas-ci, la voix vous avez remarqué que j'utilise des effets sur la voix. Si j'essaye parce que j'ai souvent utilisé des systèmes interactifs et réactifs pour créer du matériau textuel qui est indépendant de mes intentions initiales. Je vais vous parler de ces dispositifs-là dans quelques instants, mais ici, il s'agissait plutôt je suis dans un processus en ce moment d'essayer de créer une voix de synthèse avec ma voix. Fait que je suis dans des processus de recherche de voir comment je pourrais créer une voix robot à partir de ma propre voix, me cloner pour avoir une voix cyborg de moi, une voix peut-être qui pourrait justement donner des conférences à ma place, chanter à ma place, donner des cours à ma place possiblement et qui pourrait être interactive, etc. Fait que je suis dans un processus de recherche pour me créer un double robot, cyborg. Et donc les voix que vous entendiez, c'est un peu basé sur ce processus de recherche-là où j'ai analysé depuis, ça fait assez longtemps, tous les processus de voix de synthèse chez des compositeurs comme Charles Dodge, par exemple, avec ses Synthesized Voice, ou Paul de Marinis avec Music as a Second Language, ou encore des travaux de Paul Lansky sur la question. Puis ça, je travaille beaucoup là-dedans depuis déjà 10-15 ans, mais là, j'essaie de voir avec des effets aussi autant informatiques qu'analogiques, avec des pédales d'effets, que ce soit du vocoder, des analyses formantes. Je n'irai pas dans le détail technique, parce que c'est très du détail technique par rapport à la synthèse vocale, etc. Mais j'essaie de voir quel type de voix cyborg je pourrais me créer. Et je suis dans ce processus-là, je dirais, depuis quelques mois. Donc, qui témoigne aussi de mon intérêt pour la fusion humain-machine, qui est quand même omniprésente dans mon travail depuis plus de 20 ans. Puis ce que je vais vous parler là, comme dispositif, c'est d'ailleurs un dispositif que je développe avec des programmeurs depuis
ouais, je dirais, j'ai commencé au début des années 99-2000, fait que 20 ans à peu près. 20 ans, en plein 20 ans, où, là, je vais nommer les programmeurs quand même, c'est important. Autant Alexander Burton que Alexander Wilson m'avait aidé pour certaines choses, Patrice Coulombe, James Shidlovsky, etc. Et on développe ce système ensemble, parce que on fait jamais je fais jamais rien tout seul, hein, c'est toujours un travail de collaboration. Là, je vous parle de mes travaux un peu plus en solo, mais je suis quelqu'un qui travaille à 60% de son temps en collaboration. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. Ben, pas le plus. Ça m'intéresse. Les deux m'intéressent. Des fois, on a besoin d'un break de ses amis aussi. Puis des fois, on a plus de fun à sortir de chez soi puis de sa tête un peu. Mais donc, le système ici consistait à essayer de développer un système de génération textuelle en temps réel, soit d'organisation textuelle, et qui est basé sur un système interactif et réactif que je développe donc depuis longtemps à partir d'une caméra infrarouge Kinect, des capteurs de mouvement, des accéléromètres, boussoles, etc., installés sur mon corps, qui permet donc de modéliser mon corps et de lier les actions performatives à soit le matériau sonore, visuel, et textuel. Dans ce cas-ci, donc, la Kinect fait un skeleton tracking, et le skeleton tracking donc, me permet d'associer à différents points de mon corps à autant des matériaux textuels. Fait qu'après, après, l'écriture se passe aussi au niveau du mapping. Fait que, dépendamment du mapping, ça peut déclencher soit du son, modifier du son, enregistrer du son, ou encore modifier des textes, recomposer des textes en permanence, ou même en générer de toutes pièces. Ce système, donc, là, il est rendu là à peu près. Je l'ai utilisé pour le prochain projet que je veux vous montrer, qui est un projet d'envergure que j'ai présenté il y a exactement un an, en fait, à la galerie Léonard et Bina-Hélène de l'Université Concordia, donc du 9 mars au 6 avril, où j'utilisais un tel système. C'est un de mes projets, mais il y avait quand même la participation, je vais vous en parler un peu plus tard, de Thomas Bégin, Simon Brown, Anne F. Jacques, David Yavé Johnston, Manon Labrec et feu David Thomas, avec qui j'ai improvisé. Donc, c'est un projet où j'investissais la galerie pendant un mois et, en fait, je performais à tous les jours des improvisations. J'improvisais dans le mur. Fait que là, vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez, j'aurais dû mettre un plan de la galerie, mais la galerie est faite avec différentes pièces, puis il y a un mur central, en fait, et le mur central est vide, ou du moins, il n'est pas utilisé. En général, c'est un dépôt technique, en fait. Fait que je l'ai vidé et j'ai dit à Michel Thériault, j'ai dit, moi, j'aime pas ça, faire des expositions qui vont être juste stériles puis qui vont rester sans dynamique. J'ai le goût d'habiter, en fait, l'espace pendant un mois, pendant les heures d'ouverture de la galerie, être dans le mur, improviser et nourrir la bête. En fait, je voyais la galerie Bina-Hélène comme une page blanche, vierge a priori, avec un dispositif très minimal qui, dans le fond, s'est développé, est devenu de plus en plus écrite tout le long du processus. Et donc, c'est une accumulation de traces qui était métamorphosée tout le long du processus. Et moi, je continuais à improviser dans le mur. Et donc, ma présence performative avec le dispositif que je viens de vous parler traduisait différemment mes actions dans chacune des salles. Comme par exemple, dans la grande salle ici, mes actions performatives étaient traduites dans des sculptures cinétiques. Je vais vous montrer une vidéo, vous allez voir c'est quoi le mouvement. En fait, c'est tout simplement des draps de soie avec des petits moteurs en dessous, des moteurs en dessous avec des tie wraps qui fouettent les sculptures, les entités textiles motorisées que j'appelle. Et ça réagit à mes mouvements dans le mur. C'est-à-dire, plus je vais vite dans le mur, plus le moteur va vite. Quand je changeais de direction dans le mur, ça changeait de direction. Fait que dans le fond, les entités respirent avec mes mouvements et traduisent mes mouvements, mais autrement dans une des pièces. Dans une autre pièce, j'avais des caméras de surveillance avec moi dans le mur qui jamais montraient un point de vue total, mais c'est tout le temps un point de vue partiel de ce que je faisais dans le mur. Et c'est donc pour exacerber que médium de captation est tout le temps capte toujours partiellement ce qu'il capte. Et vous allez le voir aussi dans une vidéo, je vous le soulignerai, ça va être plus clair. Et dans la dernière salle, c'était une salle qui était dédiée, c'est celle-ci, à la textualité. Donc, c'était une salle qui diffusait tous les textes qui étaient générés en temps réel par mes actions performatives. Ces actions performatives-là étaient aussi inspirées du texte, c'est-à-dire si mes mouvements généraient du texte par une analyse informatique, moi, je réagissais à
à la textualité et ça devenait des partitions pour mes actions performatives. Donc, il y avait toujours je dirais, une espèce de système cybernétique, une boucle entre le corps, la machine, le corps, etc., constamment, et qui me nourrissait. Donc, il nourrissait l'espace, mais qui me nourrissait moi aussi dans mes performances. Performances qui étaient parfois en solo, je dirais la moitié du temps, et il y avait toujours où j'avais 2 invités par semaine qui venaient avec moi improviser, et toujours de l'autre côté du mur. C'est-à-dire, moi, je restais dans le mur, on n'était jamais en relation directe, mais toujours en relation indirecte à travers le dispositif. Donc, par exemple, c'est assez long, ça. Ouais. Ce qu'on voit là, c'est le dispositif de Manon Labrec. Manon avait créé des petits trucs, des petites sculptures cinétiques, en fait, qui cognaient dans le mur puis qui réagissaient à mes mouvements avec des détecteurs de mouvement. Donc, elle avait mis des détecteurs de mouvement de mon côté et ça réagissait. Et elle allait modifier et interagir avec ce système-là. Et moi, je pouvais entendre donc la présence à cause du martèlement à travers le mur. Fait que l'idée, c'était de communiquer à travers l'interface du mur, l'interface du dispositif, mais donc c'est vraiment la question de l'interface, c'est-à-dire d'être avec et séparé, donc quelque chose qui nous lie et qui nous sépare à la fois. Et ici, ce qu'on voit, c'est la sculpture de Anne F. Jacques, qui improvisait avec moi, mais de ce côté-ci, j'avais des grands rouleaux de papier qu'elle tirait et elle a créé ces sculptures de papier chiffonnées-là en relation à moi qui interagissais avec elle à travers le mur. Bon, je vais vous montrer 2 vidéos, juste pour vous donner plus, là je vous ai parlé plus des idées, mais pour vous donner un peu l'idée de la matérialité. OK. Ici. Donc, le premier vidéo, ça s'est passé, c'était une action solo, et le deuxième, c'est un duo avec un de mes invités. Là, je tiens juste à souligner qu'on me voit à travers une fente, mais c'est une personne qui me connaissait très bien, qui documentait, donc elle a osé aller me regarder à travers la porte, mais il n'y a personne qui a fait ça à part elle, je dirais. Donc, mais je l'ai mis parce que je trouvais ça très intéressant pour montrer qu'on avait quand même accès, mais je restais invisible. Comme là, on voit le type de captation d'une des caméras de surveillance pendant que j'agissais. Donc, c'est toujours vraiment des plans très rapprochés, en gros plan. Et aussi l'espèce de cossin, l'espèce de sculpture textile avec des choses. C'était pour moi aussi une machine oraculaire parce que j'analysais, par une analyse informatique, les mouvements des fils qui créent des OCR et qui créaient aussi des mots avec lesquels que j'utilisais. L'OCR, c'est du Optical Character Recognition.
pour le détail technique. Là, c'est la deuxième vidéo qui est une collaboration avec Simon Brown. Je baisse un peu le son parce que le son est plus fort. Donc, Simon avait décidé, moi j'étais de l'autre bord du mur, qu'il voulait, comme plusieurs de mes invités ont décidé d'être aussi invisibles que moi. Dans ce cas-ci, Simon s'est mis donc en dessous d'une grosse couverture rose, gomme ballon, comme ça, où il écrivait. Donc, il écrivait sur le grand rouleau. Là, je vais couper parce que ça, c'est la dernière vidéo que je vais vous montrer. Tchoup. 2 secondes, je reviens au PowerPoint. OK. Où est-ce que t'es, PowerPoint? T'es là. OK. Affichage. Donc, avec Simon était donc, comme on a vu, écrivait sur un rouleau. Ce rouleau-là allait jusque de l'autre côté du mur. Donc, le rouleau nous servait aussi d'interface pour communiquer. Et Simon, dans le fond, écrivait sur le rouleau, traduisait différentes phrases de différents livres, dont l'autobiographie de Normand Lamour, un livre de Bernard de Montréal, qui est une grande influence pour moi et Simon, qui est un occultiste québécois, la biographie de Céline Dion, différents trucs comme ça assez variés, des choses, toutes des gens qui font partie de notre mythologie personnelle. Et ils envoyaient donc par-dessus le mur ces phrases-là. Et moi, je recevais, je tirais le papier, et quand c'était des choses qui se rapprochaient du langage naturel, c'est-à-dire des phrases, des mots compréhensibles, bien, je développais des chansons avec ça. Soit des chansons que je chantais, ou encore je les disais au micro, etc. Et lorsque c'était des signes qui étaient absolument incompréhensibles, donc plus des graphies, je les utilisais comme des partitions graphiques, en fait. Des partitions graphiques, je ne vais pas vous faire une histoire de ce qu'est la partition graphique, mais dans le fond, c'est un système de notation alternatif qui a été développé par des compositeurs expérimentaux comme John Cage, Earl Brown, etc., ou même Xenakis,
comme alternative à la notation musicale, pour se rapprocher d'une notation pour des sons qui sont plus bruités, par exemple, ou électroniques, etc. Fait que j'utilisais ça, et comme je suis musicien également, et j'ai étudié longuement les partitions graphiques dans mon travail, et en travail d'orchestre aussi, c'était intéressant pour moi d'utiliser ça. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire quand je ne comprendrai pas les mots? Je dis, ben, dans le fond, ça va devenir des partitions graphiques qui vont organiser le matériau sonore. Fait que je lisais ça, et des fois, je chantais la chanson, et c'est ça qui définissait, par exemple, comment je travaillais au clavier ou comment je travaillais avec d'autres types de matériaux sonores. Ouais. Voilà. C'est ce qui m'intéressait dans ce projet-là, parce que là, on parle de notation, d'écriture en temps réel, mais c'est vraiment une écriture automatique, et c'est quand même vraiment un projet d'improvisation, parce que je m'intéressais vraiment au procédé à l'improvisation comme procédé heuristique. Et, et comment cette accumulation de traces, dans le fond, qu'est-ce que je fais avec une accumulation de traces comme ça, comment je les modifie tout le long pendant un mois, et pour justement créer une tension entre absence, présence, ce qui est visible, ce qui est invisible, et ce qui est perçu ou ce qui n'est pas perçu. Un postulat qui m'a intéressé particulièrement, qui était dans le texte à la Bina Hélène, c'était un postulat qui vient d'un détournement d'une phrase de Berkeley. Donc, être, ce n'est pas nécessairement être perçu. Parce que être, ce n'est pas nécessairement être perçu. Pour moi, c'est un impératif éthique, dans la mesure de toujours garder en tête qu'il y a plusieurs choses, que ce soit au niveau de l'échelle atomique, moléculaire, au niveau des voix minoritaires qui ne sont pas entendues, ou encore qu'il y a plein d'activités qu'on ne perçoit pas, qui sont invisibles, mais qui existent. Et pour moi, je me rappelle, en tout cas, pour moi, c'est hyper important de me rappeler constamment que pas cause qu'on ne voit pas quelque chose, que ce n'est pas perçu, que ça n'existe pas. C'est presque impossible. C'est une impossibilité de perception, mais de se rappeler du moins que ça existe, c'est pour moi fondamental au niveau. Et c'est pour ça que je dis que c'est un impératif éthique. Et comme par exemple plein de monde qui font de l'art dans leur salon, qui sont inconnus ou dans le sol de leurs parents ou n'importe où, qui ne sont jamais dans les musées, jamais accessibles à personne. Pour moi, c'est souvent, je sais pas, c'est une des choses que je garde toujours ça en tête. C'est une des choses que lorsque je crée, lorsque je travaille ou lorsque en existant, je considère que c'est une des choses très, très importantes. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup sur des stratégies d'invisibilité. Il me semble que c'est une résistance par rapport à l'ultra-visibilité actuelle. Mais là, je ne vais pas rentrer dans des statements politiques. Je restais à ce niveau-là de cette question de la voix minoritaire, mais aussi de la vulnérabilité, parce que ce qui m'intéresse dans les systèmes, comme le système que je vous ai dit par rapport aux médiums de captation, qui sont des systèmes qui pourraient être des systèmes, parce que c'est assez complexe, ça pourrait avoir l'air d'un système de contrôle, mais pour moi, je ne suis pas dans une logique instrumentale. Mais même comme musicien, quand on est musicien, puis on travaille quand on n'est pas dans une logique de virtuosité, même un instrument, parfois l'instrument nous surprend autant, on ne le maîtrise pas. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est des choses que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas, et essayer de tout faire en sorte de fragiliser ma présence ou mon interprétation, des choses comme ça. Donc, je dirais que des dispositifs qui pourraient avoir l'air des technologies de contrôle sont pour moi des technologies de non-contrôle. Et c'est un peu là-dessus que je travaille. Et d'ailleurs, cette vulnérabilité-là, puis cette fragilisation-là est ce qui m'intéresse le plus. Et en fait, c'est pour ça qu'aussi la longue durée, de travailler comme ça pendant un mois, bien, il y a un épuisement, il y a une fatigue. Et pour moi aussi, cet épuisement-là, à travers la longue durée, m'intéresse. D'ailleurs, ça m'amène à un projet que je vais faire bientôt, en fait, un petit peu moins qu'un mois chez Criterium. Donc, ça va être une performance de longue durée qui va donc à partir de 9 h le samedi 4 avril jusqu'à 17 h le dimanche 5 avril. Donc, une performance de 32 heures en continu. J'ai déjà fait des performances de 24 heures. Quelquefois, je faisais souvent des 6 heures. À un moment donné, j'ai voulu essayer un 24 heures en continu sans même dormir. C'était assez intéressant. Il ne s'est pas passé grand-chose. Je pensais me blesser, perdre la voix. C'était une performance très physique. Bon, il y a juste mon dos qui est bloqué à un moment donné. Bon, j'ai pris des Rovax C7, c'était correct. Mais en tout cas, après, j'étais fatigué. Mais c'est étonnant à quel point on est des méchantes machines. Hein? On est vraiment plus fort qu'on le pense des fois, mais on est aussi plus faible qu'on le pense. Ça, des fois, il faut que je me le rappelle. Mais donc, dans cette offense-là, continue, donc 32 heures en continu, ça va être le même type de dispositif. Je pense que ça va être une des dernières fois que je vais utiliser mon système, mon instrumentarium que je développe depuis 20 ans, parce que je vais vous en parler tantôt, je m'en vais vers des choses de plus en plus analogiques et non technologiques. Mais ça, c'est dans mon processus. Mais là, je veux essayer une dernière fois quelque chose avec ce dispositif-là. Donc, vous allez
vous allez avoir accès à moi, mais à travers les vitrines. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas rentrer en galerie. Je vais performer donc derrière les vitrines. Vous allez pouvoir me voir à partir de la rue et je vais seulement mettre un système donc d'écouteurs. Je vais mettre 4 écouteurs dehors pour que puisse entendre le matériau sonore à travers des écouteurs. Je vais peut-être avoir aussi une amplification avec des amplificateurs de surface sur les vitres. En tout cas, c'est en création actuellement. Fait que je suis encore en train de penser, mais encore une fois, c'est un projet d'improvisation, c'est-à-dire que je vais penser un dispositif qui va jouer en tension là-dessus, mais là, je vais essayer d'y aller une tension donc entre cette idée d'un texte qui est généré par mes mouvements, qui va devenir une partition et qui va être en tension constante. Je vais essayer constamment de dire et de chanter ce qui va se passer à l'écran en même temps que de performer ce que les mots disent, pour être dans une espèce d'hyperactivité comme ça, pour vraiment travailler l'épuisement jusqu'à un point extrême, mais qui va aussi avec, si ça fonctionne, là, peut-être que je vais lâcher ça là, si je suis fatigué trop vite. En tout cas, ça va être de l'impro. J'essaie de cette contrainte-là d'une tension entre l'hyperactivité et l'hyperpassivité, parce que je m'intéressais aussi au mouvement involontaire du sommeil, parce que vu que c'est 32 heures cette fois-ci, par contre, je vais prendre des siestes à des moments. Et j'avais fait un processus de recherche il y a quelques années sur les mouvements involontaires du sommeil avec des caméras infrarouges dans mon lit et différents types de microphones qui, dans le fond, analysaient les données de mon corps qui bouge dans mon lit, etc., puis les sons qui produisent de moi dans le lit, et pour générer du texte et un matériau sonore. J'avais abandonné l'idée parce que je trouvais ça pas très bon ce que ça donnait, mais justement, j'ai pas fini avec ce projet-là. Fait que je dis que là, j'allais essayer ça. Donc aussi, entre une hyperactivité puis une hyperpassivité, et m'intéresser aux mouvements involontaires dans le sommeil, voir quel type de matériau ça va générer. Et aussi une tension entre, encore une fois, la visibilité et l'invisibilité, parce que chez Criterium, je trouvais intéressant il y a une vitrine où on voit, puis il y a un mur dans l'autre. Fait que je vais bloquer un peu la moitié de la galerie, ou des fois, je vais aller me cacher, puis je vais être capté par des caméras de surveillance, encore une fois, etc. Puis je vais créer un camera space dans l'autre espace. Fait que des fois, vous allez avoir accès directement, mais pas complètement directement, mais à travers la vitrine à mes actions. Et d'autres fois, je vais me cacher, me camoufler, encore une fois, et je vais faire des actions avec des gros plans ou avec la vidéo. Donc, des actions faites pour la vidéo qui vont être en temps réel. Fait que je joue encore sur toutes ces différentes entre-deux, puis des passages entre ça. Quand je disais justement que je vais aller tranquillement vers de quoi qui est de plus en plus analogique ou organique, puis laisser de côté l'ordinateur et tout ça, c'est que, dans le fond, depuis plusieurs années, je prends beaucoup de notes, bien entendu, quand je travaille. J'analyse beaucoup tout ce qui se donne et j'analyse les systèmes. Et je suis curieux de voir comment je pourrais transposer ça sans ordinateur. C'est-à-dire comment modifier du texte avec une relation. Donc, comment mon corps peut modifier du texte, par exemple, je vais donner un exemple tout simple, sans l'interface informatique. Comme en ce moment, j'ai découpé tous les mots du dictionnaire et les mots analogiquement, donc sur des feuilles de papier. Puis j'ai comme rempli une de mes chambres chez nous de mots. Et je rentre dans les mots. Donc, je rentre des heures de temps. Des fois c'est pas long, des fois 15 minutes, des fois 2-3 heures. Et ça rentre dans mes vêtements un peu partout. Puis là, j'utilise les mots, puis je les utilise comme des consignes pour des actions performatives, ou encore je les dis, ou encore ça devient des poèmes. Puis je continue à ramper, mais j'essaie de rester le plus proche du sol, tout le temps, et rester donc dans la matérialité des mots. Puis c'est une de mes stratégies pour essayer de voir comment je peux produire de la textualité en relaissant mes actions performatives. Une autre, là, parce que dans le fond, j'ai une exposition aussi qui s'intitule Tard sans OS, sans puce, toujours des titres très compréhensibles, qui peut être présenté donc, du 16 avril au 26 avril. Est-ce que c'est ça, Myriam? C'est ça que j'ai vu sur le site. En tout cas, mettons. Comme moi, oui, en tout cas. Ouais. Ça va se passer dans Pop Numérique à la Maison de la littérature pendant cette période-là. En tout cas, j'ai l'impression que ça risque d'être pas mal ça. Puis, il va y avoir un vernissage, performance et un lancement de livre le 23 avril à 17h-20h, où là, je vais faire aussi une nouvelle performance. Et c'est une performance en duo avec Simon Brown, parce que je vais lancer 2 livres, un nouveau livre solo et un livre fait avec Simon. Et le lien avec ce que je venais de vous dire, c'est que un des éléments de l'exposition, c'est dans le fond une écriture avec un dispositif tout simple comme ça. Donc, c'est des tie wraps avec des fils qui sont attachés et que j'essaie d'écrire, dans le fond, de traduire des mots qu'un logiciel que je suis en train de développer avec mon ami James Shidlowski, qui a pris, dans le fond, il entraîne des modèles. On utilise les réseaux de neurones artificiels, donc l'intelligence artificielle, pour essayer
d'entraîner des modèles à écrire dans le genre du livre que je sors, dans le fond. C'est que ce modèle-là, donc, crée des poèmes dans le genre du livre Jet du bas dialoguait avec l'invisible, parce que dans le fond, le projet Labina Hélène, pendant ce mois-là, j'ai développé une masse critique textuelle assez importante. Et depuis l'été dernier, tout l'automne, en fait, j'ai terminé le livre le 31 décembre. J'ai écrit tout l'automne, donc c'est un livre de poésie expérimentale qui a aussi certains petits énoncés philosophiques. Et on a utilisé le livre pour entraîner les modèles avec l'intelligence artificielle et je vois ça sur un écran et j'essaie tant bien que mal de les traduire sur des grandes feuilles de papier blanche. Donc, c'est une traduction donc, analogique de ce que l'ordinateur me donne. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'aussi, dans le fond, ces systèmes-là, ça crée des relations. Les systèmes interactifs que je fais, c'est souvent des prothèses. Quand on parle de corps augmenté ou des choses comme ça, bien, le corps augmenté, c'est comme s'il y avait des extensions de notre corps à travers le média, mais moi, je ne les contrôle jamais vraiment. Ce n'est pas tant une logique, encore une fois, de le contrôle que ces extensions-là sont toujours un peu foireuse, en fait. Puis moi, j'aime que ça soit foireux. Là. C'est pour ça que certains programmes que je crée avec mes programmeurs ne sont jamais très, 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 très efficaces, mais j'aime le fait qu'ils soient inefficaces, en fait. Puis quand ils deviennent trop efficaces, c'est comme, ça devient ennuyant. Et c'est la même chose avec ce principe-là, c'est que j'essaye tant bien que mal d'écrire, mais c'est un peu comme une prothèse. C'est un peu un système un peu de marionnette, en fait. Comme un peu, mais qui contrôle qui? C'est-à-dire, lorsqu'on est dans un système interactif ou réactif, il y a quelque chose qu'on contrôle, mais la machine nous contrôle aussi, en tout cas dans mon approche. Mais c'est la même chose avec un dispositif tout aussi simple que ça, c'est que j'essaie d'écrire, mais dans le fond, j'essaie de contrôler tant bien que mal, mais dans le fond, ça me contrôle autant. Puis ça crée, dans le fond, une espèce des dessins assez... qui essaie tant bien que mal de traduire ces poèmes-là sur des longues feuilles, toujours en jaune très pâle sur fond de blanc, pour encore exacerber cette idée d'imperceptible. Donc, on voit presque rien. En fait, ça a l'air des monochromes, mais quand on se rapproche dans certains angles, des fois, on voit un petit peu ce que c'est. Donc, voilà, c'est un des aspects de l'exposition. Mais là, la cosmologie de l'exposition est en train de se développer. Mais il y a aussi, quand je disais d'un projet d'habitation, c'est qu'il y a aussi 2 vidéos. Il va y avoir un vidéo synthèse donc de 1.11 que je vais créer, qui va être projeté. Mais il y a aussi un autre processus que j'ai entamé quand j'ai déménagé. Quand j'ai aménagé à Québec, je me suis dit, bon, moi, je ritualise toujours, et comme je dis, donc j'ai fait différents rituels initiatiques furtifs dans mon appartement. Donc, à tous les jours, quand je créais des performances dans le fond. Improvisé dans mon appartement qui générait des artefacts qui remplissent mon appartement progressivement. Là, ça commence à être massif, mais des fois, j'en jette. Mais en tout cas, ça devient comme mon appartement devient une grande installation avec plein d'artefacts. Et donc, dans un premier temps, je ne documentais pas du tout la performance. Ça génère des artefacts. Donc, mon appartement devient une installation d'artefacts. Et je me suis mis, après, j'ai dit, mémoriellement, une semaine après, en fait, après chacune des performances, la semaine après, à la même heure, j'essayais de faire un reenactment, de refaire la performance qui était improvisée. Donc, c'était difficile, mais avec des caméras, différents points de vue de caméra sur mon corps. Faire les mêmes gestes, puis de voir comment ça captait, mais autour de l'artefact. J'essaie de capter l'artefact avec des caméras sur mon corps. Et ça générait un matériau donc vidéographique, et j'ai créé un film à partir de ça. Et un vidéo d'une vingtaine de minutes. Et après, ce qui m'intéressait, c'était de voir comme si un 11, c'est des concepts qui émergent pendant, mais là, c'est des concepts qui émergeaient donc a posteriori, parce que comme je disais au tout début, mes concepts émergent toujours pendant ou a posteriori, mais rarement avant, à part la création d'un dispositif. Et donc, ce projet-là, c'est par rapport au film, il y a une voix off. J'ai écrit en fait des textes qui analysaient des spéculations philosophiques et conceptuelles sur ce que je voyais à l'écran. Et il y a une voix off qui récite, toujours avec ma voix cyborg en devenir. Fait que vous allez le voir ça. Fait qu'il y a 2 vidéos. Il va aussi avoir... ça dépend là, de la gestion des immeubles. Là. En tout cas, on verra les permissions qu'on a, mais idéalement, j'aimerais aussi mettre des entités... un peu partout dans les bouches d'aération avec des caméras de surveillance qui pourraient être projetées éventuellement. Donc, utiliser la matérialité de l'immeuble même, captée encore une fois par des caméras de surveillance, donc qui ne sont pas directement perceptibles, mais qui sont perceptibles à travers un système de surveillance et reprojetés ailleurs. Il va y avoir d'autres éléments, c'est en devenir, etc. Je vais lancer aussi, donc, comme je disais, le livre qui est basé là-dessus. Et
là, je remets ça et je veux aller tranquillement par rapport à ce projet d'habitation du livre que j'ai terminé le 31 décembre. Je me demande juste si je veux aller là. Oui, je peux aller là. Je pense que je ne suis pas trop émotif. Parce que je voulais parler de processus de deuil, parce que c'est, dans le fond, la dernière année, mais c'est ça aussi un déménagement, c'est un long processus de deuil, mais je dirais que les 3 dernières années ont été marquées par des deuils importants dans ma vie, des ruptures amicales, amoureuses, etc., mais aussi du deuil d'amis très importants. Des amis et artistes importants, dont David Thomas, qui a participé, parce que le livre, en fait, que je sors est dédié à la mémoire de David. David Thomas, qui a collaboré avec moi sur le projet Alabina, qui a été aussi mon directeur au doctorat, et qui est décédé pendant mon projet à Labina Hélène. C'est-à-dire, le premier jour que j'ai commencé, après la première performance, sa femme, qui est la directrice de la galerie, m'a annoncé que David allait décéder dans ce mois-là. Et à peu près au moitié du processus, j'étais supposé collaborer avec David. David m'a quand même envoyé une pièce musicale avec laquelle j'ai interagi. Et je veux parler de ça parce que c'est important, ce rapport au deuil puis la présence de David, pour ouvrir sur une question, parce que David est quelqu'un d'important ici pour David Thomas, pour la question de la critique institutionnelle. Et il a influencé, bon, bien entendu, le travail et beaucoup de gens comme Sophie Bellard-Clément, Pavel Pavlov, Vincent Bonin, etc. Et avec David, pour mon projet, a priori, il voulait juste mettre une espèce de balayeuse intelligente avec une GoPro dans l'espace, pour filmer différents points de vue de l'espace et diffuser ce contenu-là dans une chambre qui serait inaccessible. Ça, c'est très David. Et récemment, ça m'a fait penser à lui, puisque quelqu'un m'a donné, en fait, une de mes ex m'a donné un espèce de vibrateur étrange. C'est un espèce de truc qu'elle a trouvé dans une brocante, qui est une espèce de... On ne sait pas c'est quoi. C'est un des plus bels objets que j'ai vu depuis longtemps, que j'ai utilisé pour un 11, parce que dans le fond, ça vibre. Puis là, quand tu mets ça au sol, ça part tranquillement. Ça fait des super beaux travelling. Et ça me faisait penser à l'idée de David, en fait. Puis c'est venu à un moment donné, j'étais comme, ah, dans le fond, David est encore là, puis il est décédé récemment. Puis à travers les vibrations, j'ai l'impression qu'il est présent à travers la vibration de cet objet-là. En tout cas, c'est moi qui est un petit peu... Bon, mais ce qui m'intéressait, c'est cette idée pour proposer tranquillement, parce que je travaille tranquillement sur un concept. Parce qu'avec David, j'ai un immense respect pour l'idée de la critique institutionnelle, pour ce travail-là, mais j'essaie de développer tranquillement ce que j'appelle le psychédélisme institutionnel. Maintenant que je prends corps à l'institution, je voudrais développer cette idée de qu'est-ce que serait le psychédélisme institutionnel, c'est-à-dire pas être dans un rapport à la critique, ou du moins, j'aime pas dire l'arrogance du paradigme critique, mais c'est quand même ça que je pense un petit peu, mais du moins d'être dans un paradigme post-critique qui serait plus de l'ordre du psychédélisme institutionnel. Je suis en train de le définir encore. Pour moi, le psychédélisme institutionnel, c'est comment on habite justement un lieu des fois sans vraiment même le savoir, sans même trop le structurer, à travers justement des processus plutôt hallucinatoires qui déconstruiraient ou du moins questionneraient ou déterritorialiseraient l'institution à travers des systèmes d'amour, de bienveillance. Excusez-moi, je suis un peu quétaine, mais c'est comme ça. Au moins, je suis sincère. En tout cas, et j'essaie de développer comment on peut justement habiter autrement l'institution en sortant du paradigme critique, en fait. Bon, j'arrête là-dessus, parce que sinon je vais devenir trop émotif. Et surtout que c'est quelque chose qui est en développement. Et je voudrais peut-être ouvrir sur aussi Philippe, qui travaille sur cette nuance du critique institutionnel par rapport à ce qu'il appelle la taquinerie institutionnelle. Je trouve que tout ensemble, on peut définir. Puis moi, pour moi, le psychédélisme institutionnel serait quelque chose qui serait à définir tout ensemble. C'est mon petit côté hippie. Et justement, en parlant de dédicace et de bienveillance, je veux vous terminer ma présentation par juste partager avec vous la toute dernière performance que j'ai faite. En fait, ce n'est pas la toute dernière parce que j'ai fait un 11 après, mais une performance que j'ai faite live qui est un petit peu plus où on a accès physiquement. C'était une performance que j'ai faite à la Nuit Blanche, donc il y a à peu près 8 jours, en tout cas le samedi 29 février, un peu plus d'une semaine, qui s'appelle « Pour Simo, pour quand je pense à toi », qui est justement l'idée d'une adresse au destinataire, à l'amour. Je dis que c'est un amour, comment je disais ça? Donc, un ode à l'amour cosmique et au territoire imaginaire ancré dans les racines insaisissables. Donc ça,
cette pièce-là porte là-dessus. Il y a plusieurs destinataires importants là-dedans, donc il y en a plusieurs dans la salle de cette pièce. Et je trouvais intéressant de travailler avec un précieux collaborateur qui est la mascotte Scotties ici, qui a perdu sa job il n'y a pas longtemps parce qu'il s'est fait remplacer par un petit chien et donc il est sans emploi. Et comme je m'intéresse aux laissés pour compte et aux marginaux, je me disais, bon, je vais travailler avec lui pour cette performance-là. Il va traverser un portail institutionnel. Parce que récemment, je suis allé au building de la CSQ là, à côté, puis, qui est d'ailleurs les syndicats. Malheureusement, la mascotte Scotties n'est pas syndiqué, il a perdu sa job. En tout cas, on ne l'a pas bien défendu au syndicat. Fait que je me suis dit, je vais aller le chercher. Je vais essayer de chercher un syndicat Scotties dans ce building-là. Et là, je suis allé. Et là, je me suis dit, OK, c'est quoi cette affaire-là? Là, j'ai vu un portail qui frappait dans le mur comme ça. D'ailleurs, j'ai essayé d'y retourner tantôt, puis là, c'est plus accessible. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça, c'est une belle œuvre. Je me suis dit, ouais, A+, tout de suite. Puis là, je me suis dit, c'est le portail institutionnel, mais qui frappe un mur. Je me suis dit, Scotties, lui, il est capable de le traverser comme une espèce d'entité magique qui pourrait traverser le portail institutionnel. Puis d'ailleurs, je mettais un vibrateur en dessous de Scotties qui le faisait danser au son de ma voix, en fait, pour qu'il danse avec moi, puis on traversait l'espace ensemble. Donc, je ne vais pas vous expliquer à outrance. Je vais terminer avec cet extrait. Pas un extrait, c'est un petit montage fait rapide que j'ai fait samedi en revenant de Montréal de la performance. La documentation n'est pas fantastique, est un peu obscure, puis les cotes sont assez rough, mais c'était juste pour vous donner une idée. J'avais le goût de partager ça avec vous, puisque j'ai pensé à plusieurs d'entre vous quand je l'ai faite.
Merci. OK. Donc, des questions? Ouais, questions, commentaires, si jamais. Moi, j'ai une réponse. Ouais, réponse. Ah oui, c'est bon. 16 avril au 3 mai, mon expo à la Maison de la littérature. OK. Et avec en mi-parcours, dans le fond, il y a le vernissage à la 23. OK. Donc, ça finit 3 mai, c'est ça. OK, super. Fait que 16 avril, 3 mai, puis vernissage, lancement. OK, super. Ben, je suis éclairé. Oui, vas-y, ben là, j'ai envie de parler. Je me demandais si la performance qui allait avoir lieu au Criterium avait été pensée en écho au dauphin qui était à côté. Mais en fait, sans que ce soit exactement au dauphin à côté, j'ai trouvé ça intéressant lorsque j'ai vu l'endroit, puis en sachant qu'il va y avoir entre le samedi et le dimanche toute cette forme de nuit-là, oui, en effet, c'est sûr, ça va être intéressant. Je risque d'avoir un bon public. Ouais. Non, je vais voir, c'est sûr que je vais moduler, je vais improviser avec ce qui va se passer. Fait que si c'est des interactions, je vais voir ce qui va se passer. Mais je vais être très protégé. Tu sais, ça va être à travers la vitre, donc oui, Frédéric. Est-ce que tu tiens en compte aussi pour la même performance, est-ce que tu tiens en compte la performance que Christian Messier avait faite pour Morgan Bridge, qui est le même espace? On m'en a parlé, mais je ne l'avais pas vu, par exemple. Et lui, il s'était fait une plateforme, puis il avait dormi, hein. Ouais, c'est intéressant, je devrais peut-être en parler à Christian pour savoir un peu comment il avait fait ça. Peut-être que pour mon lit, au niveau du mouvement, ça pourrait être intéressant que je fasse un genre de William Ekman ou un écho à Christian. Parce qu'il y a le dauphin, mais il y a le lieu aussi. Mais c'est ça, je suis pas Ah ouais, c'est parfait. En effet, c'est comme ça. Je comprends exactement le foyer. Sinon,
sinon, on peut aussi parler de manière révolue. Moi, je me demandais si tu pouvais élaborer sur le concept d'habiter quelque chose. Parce que j'ai l'impression que la manière dont tu en parles, tu te fais habiter aussi en habitant. Puis là, je me demandais s'il y avait des motifs particuliers, si c'était une subversion ou une compréhension plus approfondie ou s'il y avait comme quelque chose dedans. Oui, ben, en effet, l'habitation, pour moi, ça se passe dans une interaction, dans une relation. En effet, quand je parle d'appartement, oui, c'est pas moi qui habite, j'habite dans un lieu, puis je fais ça, là, il y a une interpénétration de tous les éléments. Sans vouloir avoir l'air trop étrange, même si je m'en fous, j'ai une relation directe avec les objets, puis comme mon environnement me parle tout le temps, fait qu'il y a une interpénétration, voire même des fois une possession par le lieu. Quand j'habite, pour moi, habiter, c'est que je me fais habiter, voire posséder. Puis quand je parlais de rapport avec un arc où je tourne, où j'y vais même comme dans un truc presque aux enfers, puis tout ça, c'est que des fois aussi, il y a des possessions d'identité par rapport au lieu. Mais je ne vais pas avoir la trop mystique. C'est quand même trop tard. C'est quand même, pour moi, c'est ça parce que les institutionnels, savoir le droit de dire des choses comme ça, finalement, l'institution. Oui. Tu parles de ta constante écoute de ton environnement, puis ça m'étonne que, par exemple, pour la performance qui t'a faite dans ton atelier, qu'il y ait quelque chose de très systématique. Tu fais à cette heure-là une performance, tu la live stream. Ouais. Pourquoi ce serait pas plus ponctuel que tu décides à ce moment-là, quand une écoute? Mais il y a une tension chez moi. Moi, je ne sais jamais tout l'un, tout l'autre. C'est tout le temps une tension. Puis en effet, j'ai un petit côté obsessionnel qui aime structurer la procédure. En fait, souvent, je structure une procédure assez anale. Puis à partir de là, c'est comme si j'avais besoin de ça pour pouvoir être libre, en fait. C'est comme la contrainte. Tu es libre à cause d'une contrainte. C'est la contrainte, cette procédure très rigide fait que j'ai le droit d'être libre. Quand c'est trop complètement libre, je ne suis pas encore rendu là dans mon processus. Éventuellement, peut-être je vais être capable, mais je suis de plus en plus capable, mais à l'origine, en fait, si je fais de l'improvisation, c'est pour me sortir de la psychorigidité. Je suis quelqu'un qui est obsessionnel depuis tout jeune, depuis que j'ai 5-6 ans, je fais des choses obsessionnelles, tu vois, c'est une affaire personnelle, mais quand même, ça fait que ça va déterminer beaucoup cette psychorigidité-là. Et à travers l'improvisation, je me suis sorti de plusieurs patterns néfastes pour moi. Mais ça reste en moi, l'obsession. Ouais. Mais c'est ça, je suis en lutte constant. Ouais. Oui, merci. Peux-tu nous parler de ta relation avec les tailles-là? Les tailles-là, oui, mais dans les faits, c'est que là, je suis comme plus dans la phase taille-là. Parce que là, tu sais, comme toi, ce que tu as entendu, le disque number 1, la lubrification du verbe, les visites innombrables des tailles-là, c'est pour moi, c'était la fin de ma période Taïra qui symbolisait. C'est que j'ai tous des symboles, c'est tout lié à ma cosmologie avec des symboles précis. Oui, parce que tu as utilisé aussi dans l'expo que tu as fait dans le mur. Oui, c'était la fin de tout ça. Parce que ça, c'était juste après. C'était comme ça, c'était au mois de novembre, ça, c'était comme au mois de mars. Les Taïra étaient rendus en dessous, ils étaient moins visibles à part ma identité. Mais à un moment donné, je les ai coupés. Comme si vous remarquez bien, là, c'est vraiment pas simple, mais moi, je sais ce que ça veut dire pour moi. Mais j'avais des bracelets de taille rap, puis après l'exposition, en fait, tout le temps qu'il y avait des morts, j'ai coupé tout mon rapport au taille rap. C'est-à-dire, le taille rap, pour moi, ça symbolisait l'irréversibilité aussi. C'est-à-dire, le taille rap, c'est l'attachement, mais c'est une irréversibilité. Parce qu'une fois que tu es attaché à des extérieurs, tu les coupes, tu ne peux pas les réutiliser. Il y a comme une irréversibilité liée à comme l'irréversibilité de la mort, mais aussi l'attachement. Puis à un moment donné, je voulais me détacher de tout. En fait. J'étais trop attaché. Puis mon rapport à l'attachement, j'ai eu besoin de faire un deuil de plusieurs attachements. Ça faisait partie de mon processus de deuil. Le taille-rap a émergé de relations très très attachées, comme on y a fait dans le franchise. Dit vraiment hyper honnêtement. D'autres commentaires, questions? Juste on peut parler de manière informelle de vos vigilants. Merci beaucoup.